La société nous a vraiment vendu une image hyper précise de la réussite, tu ne trouves pas? Ah oui, totalement. C'est presque un lavage de cerveau à ce stade. Grave. Genre, on s'imagine tous que le summum absolu du succès financier, c'est ce type au volant d'une Cadillac Escalade flambant neuve, tu vois. Ouais, avec les énormes jantes, les vêtements de créateurs, garés en plein centre-ville pour que tout le monde le voie. C'est exactement ça. Mais selon les sources qu'on va explorer aujourd'hui pour notre analyse détaillée, ce type au volant de son SUV à 100 000 $, il est statistiquement beaucoup plus proche de la faillite totale que la personne qui attend le bus juste à côté de lui. C'est fou quand on y pense. C'est le grand paradoxe de notre époque, quoi. On a complètement confondu l'illusion de la richesse avec la richesse elle-même. Ouais, le fait de paraître riche. C'est ça, et c'est exactement ce que décortique le document sur lequel on se penche aujourd'hui. Ce sont des extraits du livre de M.J. DeMarco. L'autoroute du millionnaire, c'est ça. The Millionaire Fast Lane en anglais. Oui, voilà. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de déconstruire ce mythe financier hyper répandu et d'en extraire les vrais principes de la création de richesse rapide. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je tiens quand même à préciser un truc pour ceux qui nous écoutent. Vas-y. Le titre, il a un côté très très marketing, quoi. On pourrait presque s'attendre à, un de ces séminaires douteux sur Internet. Oh oui, le fameux « devenir riche en travaillant 2 heures par jour depuis votre transat ». C'est clair. Mais en plongeant dans les notes, on se rend vite compte que c'est tout l'inverse en fait. Ah mais complètement, c'est pas du tout un manuel de recettes miracle, c'est en réalité une critique super acerbe de ce qu'il appelle l'enrichissement lent. L'enrichissement lent. C'est-à-dire le fait d'aller à l'école, de trouver un bon job, ce genre de choses. C'est ça, aller à l'école, épargner gentiment 10% de son salaire, investir en bourse en croisant les doigts et attendre d'avoir 65 ans pour enfin en profiter. Ouais, d'accord, je vois le tableau. Et à la place, il propose quoi? Il propose une vraie formule mathématique et psychologique pour atteindre l'indépendance financière pendant la jeunesse, quoi. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Parce que la promesse d'être riche et libre avant de perdre ses cheveux ou d'avoir besoin d'un déambulateur, ça semble juste impossible pour la plupart des gens. Bien sûr, c'est le conditionnement. Voyons comment la source détruit ce dogme. Et je pense que pour bien comprendre pourquoi le système classique est défaillant, il faut revenir au moment précis où l'auteur s'en est rendu compte. L'anecdote fondatrice. Ouais, c'est un moment charnière dans le livre. L'épiphanie de la Lamborghini. C'est dingue comment une simple rencontre dans la rue a pu faire dérailler toute sa vision du monde. C'est hyper intéressant en fait. L'auteur raconte qu'il était adolescent à l'époque. Un ado un peu en surpoids, assez sédentaire, nourri à la télé et aux croyances populaires, tu vois. Le jeune américain classique des années 80, quoi. Exactement. Et un jour, il marche pour s'acheter une glace. Et là, il tombe nez à nez avec une voiture mythique. Une Lamborghini Countach. Ah ouais, la voiture de sport ultime de cette époque. Voilà. Et dans son esprit, et c'est là qu'on voit bien le conditionnement de la société, l'équation est super simple. Il se dit que le propriétaire doit être un profil très spécifique. C'est ça. Pour posséder une telle voiture en étant jeune, il faut soit un talent génétique de fou, genre être un athlète de la NBA, soit être une célébrité mondiale, genre un acteur hollywoodien ou un rappeur. Sinon, il faut attendre d'avoir 70 ans pour se la payer. Totalement. Donc il s'attend vraiment à voir sortir un vieillard ou une star de cinéma du magasin. Mais c'est pas le cas. Pas du tout. Le propriétaire sort et c'est juste un gars ordinaire de 25 ans, en jean avec un vieux t-shirt sous une chemise en flanelle. Le choc, quoi. L'ado est scotché. Il lui demande simplement ce qu'il fait dans la vie et le jeune en jean lui répond juste « Je suis inventeur » et il s'en va. Et ça a suffi à tout changer pour lui. Cette interaction de genre 90 secondes, ça a fait complètement exploser ce que l'auteur appelle la grande duperie. Mais en quoi exactement? Parce que je fais un peu l'avocat du diable ici. Mais ça pourrait juste être l'histoire d'un gars qui a eu un coup de bol monstrueux, non? On pourrait croire ça, ouais. Mais pour l'auteur, cet inventeur de 25 ans a prouvé qu'il existait une voie rapide. Une voie qui est accessible sans avoir besoin d'être un athlète de haut niveau ou une star de cinéma. D'accord, donc ça montrait qu'il y avait un autre chemin. C'est ça, ça implique qu'il y a un processus sous-jacent qu'on ne nous apprend pas à l'école. C'est marrant, ça me fait penser au fait de jouer à un jeu vidéo. Tu vois, l'enrichissement lent, c'est comme jouer en mode ultra difficile où la récompense n'est débloquée qu'à la toute fin de la partie quand t'as presque plus de vie. C'est une excellente analogie. Et ça soulève une vraie question, tu vois. Est-ce que le véritable drame de l'enrichissement lent, ce n'est pas justement qu'il demande de troquer 50 ans de sa vie
pour espérer profiter des quelques années restantes dans une maison de retraite. Oh, mais c'est exactement le fond du problème. Et puisque l'anecdote de la Lamborghini prouve que devenir riche, jeune est possible, sans talent particulier, il faut comprendre comment ça se produit concrètement. Parce que c'est pas un coup de baguette magique. Non, pas du tout. L'auteur utilise d'ailleurs une métaphore culinaire super parlante dans les sources. Ah oui, l'histoire du gâteau. Voilà. Si tu as du sucre et de la farine, tu ne peux pas faire un gâteau sans levure ni beurre. La richesse, c'est pareil. Ça suit une formule super complexe. C'est un voyage, un processus, et non pas une destination ou un événement. Un processus, pas un événement. C'est une distinction clé, ça. Absolument. Et la source illustre ça avec une autre anecdote assez drôle de l'auteur, ses vacances de Pâques. Quand ils sont tombés en panne avec la vieille voiture. C'est ça, il roulait dans une vieille Dodge Duster. Lui et ses amis voulaient juste l'événement, tu vois, bronzer sur la plage en Floride. La destination finale. Voilà. Sauf qu'ils n'avaient pensé qu'à la plage. Ils avaient complètement oublié de vérifier l'huile, la mécanique, la carte. Résultat, ils tombent en panne au beau milieu de l'Illinois. Ils ont ignoré le processus pour se concentrer uniquement sur le résultat. Exactement. Et ce qui est absolument fascinant ici, c'est que la société et les médias font exactement la même chose avec la richesse. C'est vrai que les médias glorifient toujours l'événement. Ah bah oui, on te montre le basketteur qui signe un contrat de 50 millions ou la vente de Glacéo Vitamin Water à Coca-Cola pour 4,1 milliards de dollars. Mais on te cache tout ce qu'il y a derrière. C'est clair, ils masquent le processus, les entraînements à 4 heures du matin, les 11 années de galère absolue, le travail dans un garage non chauffé. Mais n'est-il pas dans la nature humaine de chercher un raccourci? Je veux dire, la source s'appelle l'autoroute du millionnaire. Ça sonne carrément comme une voie express ou un raccourci, non? C'est une confusion hyper fréquente. Mais la voie rapide, ça demande une exécution mathématique stricte et d'énormes sacrifices. Donc c'est pas la semaine de 4 heures où tu externalises tout en Inde en sirotant des mojitos. Non, pas du tout. La vitesse s'acquiert par le levier et l'échelle, pas par l'absence d'effort. Le travail de départ est colossal. Ok, je comprends mieux. Donc, si le processus est si logique et mathématique, pourquoi est-ce que 85% des gens échouent financièrement? Je veux dire, avec une valeur nette nulle ou même négative. C'est parce qu'ils utilisent une mauvaise carte financière pour se diriger. Et la plus dangereuse de ces cartes, selon la source, c'est le trottoir. Le trottoir, ou la mentalité du piéton, c'est ça? Voilà. Et c'est là qu'on retrouve notre fameux gars en Cadillac Escalade du début. Ouais, décortiquons un peu cette mentalité. Son équation mortelle, d'après les notes, c'est richesse égale revenu plus dette. C'est exactement ça. Pour le piéton, l'argent est perçu comme une patate chaude. Une patate chaude. Oui, dès que l'argent entre dans ses mains, il brûle. Il doit sortir immédiatement pour financer un style de vie immédiat. Des vêtements, des restos, des voitures. Et la source utilise cet exemple tellement frappant, une Cadillac Escalade flambant neuve, avec genre 10 000 $ de jantes personnalisées, qui est garée devant un immeuble complètement délabré. C'est l'image parfaite du trottoir. Et ce qui est fou, c'est qu'il faut vraiment regarder au-delà des classes sociales classiques. Comment ça? Eh bien, l'auteur explore le paradoxe de ce qu'il appelle les piétons à haut revenu. Ah oui, ceux qui gagnent très bien leur vie mais qui n'ont rien de côté. C'est ça. Prends un rappeur à succès ou un médecin spécialiste qui gagne, disons, 200 000 $ par mois. C'est énorme comme revenu. C'est énorme, oui. Mais s'il dépense 250 000 $ par mois pour maintenir un train de vie extravagant, payer ses crédits et tout, mathématiquement, il est tout aussi pauvre et proche de la faillite qu'une personne au salaire minimum qui vit à crédit. Waouh! Donc plus d'argent ne résout pas un problème de gestion financière. Jamais. Le médecin a simplement des jouets plus chers que la personne au SMIC, c'est tout. Si les revenus s'arrêtent net, la chute est la même. Ça me fait penser à l'analogie d'un tonneau percé, tu vois. Ah, vas-y, explique-moi. Mais c'est comme si tu avais un tonneau plein de trous. Verser plus d'eau dedans, donc avoir plus de revenus, ça ne le remplira jamais si tu ne bouges pas les trous d'abord. Les trous, c'est la mentalité de dépense. C'est une super image, ouais. C'est exactement le problème du pichenon. Mais du coup, comment est-ce que la société a pu nous convaincre de confondre à ce point paraître riche, tu sais, le bling-bling, les vêtements à logo gothique achetés à crédit, avec le fait d'être riche pour de vrai? Ah ça, c'est à cause de ce que la source appelle l'asservissement au style de vie. Et ça mène directement à l'effondrement de la véritable richesse. Parce que ça crée une sorte de prison invisible, c'est ça? Totalement invisible, oui. L'auteur raconte sa propre expérience de jeunesse avec ça, d'ailleurs. L'histoire de la Mitsubishi? Oui! Quand il était jeune et qu'il travaillait comme ouvrier du bâtiment,
Dès qu'il a eu un peu d'argent, il s'est acheté une voiture de sport, une Mitsubishi 3000 GT. Et j'imagine que sur le moment, il se sentait comme le roi du monde. Évidemment. Sauf qu'il a très vite réalisé que cette voiture, c'était pas du tout un trophée. C'était un parasite. Un parasite financier. C'est ça. Les mensualités du crédit, l'assurance hors de prix. Pour nourrir ce parasite, il était littéralement forcé de garder ce boulot d'ouvrier qu'il détestait. Il a acheté sa propre prison avec un crédit à la consommation. C'est tragique. Et le livre donne un autre exemple qui fait vraiment froid dans le dos. L'histoire d'Henri. Ah oui, Henri, le représentant pharmaceutique. Raconte un peu ça pour ceux qui nous écoutent. Alors Henri, de l'extérieur, il a la vie parfaite. Il vit à Baltimore, il a une maison immense, à 1,8 million de dollars, des belles voitures. Le rêve américain, quoi. Sauf que la réalité, c'est qu'il ne voit jamais sa famille. Il est constamment sur la route, il détruit sa santé à cause du stress généré par le crédit de cette maison géante. Il est esclave de son code postal. C'est fou. Sa maison le possède, en fait. C'est pas lui qui possède la maison. Exactement. Et c'est pour ça que la source redéfinit complètement ce qu'est la richesse, avec ce concept de la trilogie de la richesse. La trilogie de la richesse. Ce sont 3 piliers, c'est bien ça? Oui. Famille, forme et liberté. Famille, forme, liberté. Détaillons un peu. La famille, j'imagine que c'est les relations en général. Oui, les relations profondes, les amis, la communauté. Ensuite, la forme, c'est évidemment la santé physique et mentale. Sans laquelle tu ne peux profiter de rien, de toute façon. C'est clair. Et le troisième pilier, c'est la liberté. La liberté de choix. L'argent, s'il est bien utilisé, ça n'achète pas des objets ou des symboles de statut. Ça achète des choix. Voilà. Si l'on doit se demander, par exemple, est-ce que j'ai les moyens d'acheter ça, en espérant une hypothétique promotion ou une baisse des taux d'intérêt, ça signifie mathématiquement qu'on n'a pas les moyens. C'est le fameux test d'accessibilité dont parle l'auteur. Le coût de la Lexus. J'adore cette histoire. Ouais, il veut offrir une Lexus à 44 000 $ à son frère, il me semble. C'est ça. Il entre chez le concessionnaire et il ne commence pas à négocier des options de financement ou à calculer des mensualités. Il fait juste un chèque au comptant. L'achat cash sans transpirer. C'est la seule vraie mesure. Si un achat ne fait aucune égratignure à ta sécurité financière globale, alors tu peux te permettre. Sinon, c'est que tu troques ta liberté future contre du métal et du plastique. Waouh! C'est vraiment le moment aha de cette analyse. Ça permet à quiconque nous écoute d'évaluer son propre style de vie, tu vois. C'est clair. Il faut se poser la question. Est-ce que chaque achat compulsif, genre le dernier sac de marque ou l'écran plat géant, est-ce que cet achat est en train de voler des mois, voire des années de liberté future? c'est la question fondamentale. Donc, pour synthétiser un peu tout ce qu'on vient de voir, s'échapper de cette médiocrité financière, ça nécessite de changer de carte. Absolument. Quitter le trottoir et ses dépenses toxiques. Quitter aussi l'enrichissement lent qui pompe notre jeunesse. Comprendre la vraie équation de la richesse et surtout voir l'argent comme un outil pour acheter de la liberté et non pour se forger de nouvelles chaînes. C'est un changement de paradigme complet. Mais, et c'est un grand mais, il y a un truc qu'il faut absolument aborder avant de terminer. C'est la pensée finale de la source concernant la chance. Ah oui. L'excuse ultime des piétons. C'est ça. Beaucoup de gens sur le trottoir pensent que la richesse, c'est juste une question de chance. Le loto, un gros héritage, un talent divin. Et c'est tellement pratique de penser comme ça, parce que ça évite d'avoir à prendre la moindre responsabilité. Si la réussite de l'autre, c'est juste de la chance, alors mon échec n'est pas de ma faute. C'est confortable. Mais la source détruit ça avec l'exemple de Mark Cuban, hein, n'est-ce pas? Oui, le milliardaire américain. Les gens le regardent aujourd'hui et se disent « quel petit chanceux !» Mais ils ne voient pas les années qu'il a passées en pleine nuit à lire des manuels techniques ultra complexes de routeurs Cisco pour monter sa boîte. C'est sûr que lire des notices de routeur à 3 h du matin quand tout le monde dort, personne n'appelle ça de la chance. Non, ça s'appelle le processus. Et l'auteur a une phrase magnifique là-dessus. Il dit que la chance n'est que le résidu naturel du processus. Le résidu naturel du processus. C'est puissant. Ça veut dire que si tu te mets en mouvement, si tu crées de la valeur, tu augmentes mathématiquement tes probabilités d'avoir de la chance. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion finale assez provocatrice. Vas-y, je t'écoute. Espérer décrocher le gros lot sans jamais se mettre sur le terrain, sans accepter le processus et ses sacrifices, n'est-ce pas finalement la garantie absolue de rester à jamais sur le trottoir de sa propre vie? C'est une excellente question à se poser. Rester spectateur en espérant un miracle, c'est choisir l'échec par défaut. Merci pour cette plongée fascinante au cœur de ces concepts. On se retrouve très vite pour une prochaine exploration de sources.